Cette semaine, Plein Écran est à Paris pour visiter les Tech Days, un événement organisé par Microsoft pour aborder tous les grands thèmes numériques du moment, et notamment cette intelligence ambiante à l'intersection des données, des robots et des objets connectés que l'on a pu retrouver un peu partout dans les allées. Au programme également la prochaine version de Windows, un Windows 10, dont Microsoft promet cette fois que c'est la bonne. Dans l'actu de la semaine, une initiative pour montrer aux collégiens à quoi pourrait ressembler leur job de demain dans le numérique. Enfin, côté jeux vidéo, The Order sur PlayStation cherche à créer une nouvelle catégorie de jeu entre le film interactif et l'expérience émotionnelle. Plein Écran, saison 11, épisode 25, ça commence maintenant. Salut à tous et bienvenue dans Plein Écran, un peu plus vieux cette semaine. C'est bien français de se plaindre par exemple du fait que tous les grands événements de la planète high-tech se déroulent loin de chez nous, à Berlin, Barcelone, San Francisco ou Las Vegas. Pourtant, le plus grand événement européen du high-tech se déroule bien à Paris, avec quand même un signe particulier. Regardez. Les Tech Days, c'est un événement un peu particulier, une conférence et un salon qui rassemblerait à Paris des développeurs, des utilisateurs, des responsables informatiques et tous ceux que l'innovation numérique préoccupe. Mais attention, les Tech Days sont un événement organisé par Microsoft, un peu comme une vitrine, mais une vitrine ouverte au reste de l'industrie, avec des thèmes communs. Cette année, c'est l'intelligence ambiante ou comment les connexions qui nous suivent partout et les données produites autour de nous font désormais partie de notre environnement. On mélange la robotique, de l'intelligence artificielle, le monde des données, small data, big data, bref, de la donnée. Puis naturellement, tous les écrans, les tout petits écrans, les toutes petites puces, les objets connectés qui font aujourd'hui de plus en plus notre quotidien. Et là encore, on mélange et on voit qu'on est dans un environnement dans lequel il y a de plus en plus d'intelligence un petit peu partout. Cette intelligence, comment on en tire parti, comment ça devance nos besoins, comment on peut tirer finalement des données, des patterns d'analyse qui nous permettront peut-être demain d'anticiper nos déplacements, de révolutionner la mobilité urbaine ou le monde de la santé, le monde de l'éducation. C'est un petit peu ce qu'on va voir cette année. Autre thème, forcément l'arrivée prochaine de Windows 10, prochaine version d'un système que l'éditeur veut voir à l'identique ou presque sur tous les écrans, du smartphone au PC en passant par les tablettes petites et grandes. Une nouvelle version qui réussirait à fonctionner dans toutes les nouvelles interfaces tactiles sans lâcher tous ceux qui ont leurs petites habitudes dans le Windows d'avant. Windows 10 va s'adapter aux usages. Avec Windows 8, il fallait s'adapter un peu, adapter ses usages à Windows 8, puisqu'on avait exploré d'une façon assez poussée la dimension tactile. Dans Windows 10, on a les deux qui sont combinés. Donc là, on a le meilleur de son environnement classique. Si on veut rester en classique, ça va très bien se passer, on aura des fonctionnalités supplémentaires. Et on a la prise en compte de la mobilité du tactile, avec des smartphones, des tablettes, et de plus en plus ces PC hybrides. Les ventes, ça a été multiplié par 3 l'année dernière sur les 2 en 1, comme on dit. Donc, pour l'utilisateur, il y a un travail de séduction qui passe aussi par la commercialisation, puisque ça va être gratuit la mise à jour, et une mise à jour qu'on pourra appliquer sur les 2/3 du parc aujourd'hui. C'est Windows 7, Windows 8. Dévoilé le mois dernier aux États-Unis, Windows 10 fait feu de tout bois pour draguer tant les utilisateurs, parfois déroutés par Windows 8, que les fabricants à qui Microsoft promet que si leur smartphone ou leur tablette sait faire tourner Android, elle est prête pour un Windows qui sera même gratuit sur les petites tailles d'écran. Dernier public à conquérir, les développeurs, dont l'adhésion est forcément une condition du succès. Le travail au niveau des développeurs, c'est aussi là de leur simplifier la vie. Donc c'est les applications universelles, c'est enfin la promesse du jeu développé une fois, ça tourne sur plusieurs écrans qui se concrétise, vraiment, puisqu'on n'aura qu'un seul système, une seule plateforme. Et pour nous, donc c'est un très gros travail auprès des développeurs, et l'enjeu c'est d'avoir une masse critique de base installée à travers tous ces écrans, qui font que c'est évident pour un développeur de créer une application ou un service. Autre chose que l'on attend de pied ferme, une invention sortie du secret sur laquelle Microsoft travaille depuis plusieurs années, HoloLens, ou comment ces lunettes un peu spéciales permettraient de voir des hologrammes dans son environnement. De quoi s'entourer d'écrans virtuels, pourquoi pas prendre son intérieur pour un décor de jeu vidéo ou dessiner du bout des doigts des objets virtuels en 3 dimensions. HoloLens intrigue mais n'a pas encore de date de sortie. Parmi les choses que l'on a pu découvrir dans les allées du salon, la présence en force des chercheurs de Microsoft, américains comme français, qui chez nous travaillent sur toutes sortes de choses comme la visualisation des données, la santé ou les nouvelles interfaces. On le sait peu, mais en s'alliant avec les chercheurs de l'INRIA, Microsoft entretient en France son plus grand labo de recherche hors Amérique. On se rend compte qu'il y a un vrai appétit pour la collaboration avec la recherche française. Il commence à y avoir vraiment des résultats de classe mondiale qui sont produits dans ce laboratoire de recherche.
Et donc, ça intéresse de plus en plus Microsoft Research de montrer qu'on est là, qu'on fait de la recherche, parce que Microsoft Research fait de la recherche, ne fait que ça, exactement comme pourrait faire l'INRIA, une université. Donc en fait, les chercheurs fonctionnent sur leurs propres agendas de recherche, ils définissent les sujets sur lesquels on va travailler, et donc ils ne sont pas, entre guillemets, au service des gros produits chez Microsoft, ils définissent vraiment les sujets sur lesquels ils vont travailler. Exemple parfait d'une application qui n'existerait pas sans une vingtaine d'années de recherche derrière elle, l'arrivée annoncée de Skype Translator, ou quand le système de téléphonie et de visioconférence sait faire office d'interprète d'une langue à l'autre en temps réel. Une promesse de la technologie enfin réalisée qui met en jeu des sujets de recherche vieux comme l'informatique, de la reconnaissance vocale à la traduction automatique. Surtout, Translator, c'est du machine learning, ou quand l'ordinateur devient apprenant en comprenant une langue au travers de tous ceux qui la parlent. On a besoin d'entraîner non pas avec vous, à vous asseoir pendant 2000 heures en face d'un poste et d'enregistrer toutes vos conversations. On a besoin de vous pendant un quart d'heure, votre fils ou votre fille pendant un quart d'heure, votre grand-mère pendant un quart d'heure, ma grand-mère, etc. Il va falloir parler des vacances, il va falloir parler de ce qui s'est passé à la télé, il va falloir parler des cours de maths. Il faut une variété de contenu qui est tellement énorme pour arriver à bien comprendre. Et puis après, il y a les accents. Pour l'instant, Skype Translator fonctionne entre l'anglais et l'espagnol. Microsoft a profité des Tech Days pour montrer qu'en français aussi, ça marche. Là aussi, pas de date de sortie. Retour ici au Tech Days. Dans une poignée de secondes, on va quand même jeter un coup d'œil à tout ce qui s'est passé d'autre cette semaine sur la planète high-tech. Regardez. Voir de plus près à quoi ressemblent les métiers du numérique, c'est ce qui a été proposé il y a quelques jours à une soixantaine d'élèves de Seine-Saint-Denis, des collégiens qui sont allés visiter 3 éditeurs de logiciels comme Dassault Systèmes ou EasyVista, une opération baptisée le numérique égalité Tour, ou comment, en passant la porte des entreprises, le numérique peut susciter des vocations. On a un problème général dans le numérique. Le numérique, il faut savoir que c'est un des premiers créateurs d'emplois en France, 30 000 emplois. Néanmoins, il y a chaque année, ça c'est l'Union européenne qui dit, 50 000 emplois. Par exemple, en 2015, 50 000 emplois dans le numérique ne seront pas pourvus. Donc c'est un vrai souci. Et l'idée, c'est en particulier d'attirer des jeunes femmes dans nos métiers. Il y en a très peu. C'est aussi d'attirer des littéraires, par exemple, parce qu'il y a des métiers pour eux dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, c'est un secteur qui, bien sûr, embauche des diplômés, mais aussi embauche des non-diplômés qui seront formés. C'est un secteur qui forme beaucoup. Ça tombe bien, même Axel Lemaire, ministre du numérique, avait fait le déplacement. Si le numérique veut s'afficher auprès des collèges de quartier, c'est bien sûr pour leur offrir des opportunités d'avenir, mais aussi pour régler un vrai souci de diversité. Je crois qu'ils ont découvert beaucoup de choses parce qu'on a toujours cette idée en tête que le numérique c'est du code, c'est des gens, c'est des geeks qui développent la nuit. Ce qui est vrai en partie, mais ça représente un métier parmi, par exemple chez EasyVista, on a identifié plus de 10 métiers différents. C'est-à-dire qu'au-delà des gens qui produisent du code, il y a aussi des gens qui font du support technique, il y a des consultants, il y a des marketing, il y a du commerciaux, il y a des rédacteurs. Donc c'est plein de métiers et ça c'est des choses que les jeunes ne connaissent pas, voire que souvent nos pouvoirs publics ne connaissent pas non plus. Retour à Paris dans les allées des Tech Days où l'on a découvert quelques projets de start-up qui allient les données et les objets. Prenez par exemple Balloon, cette lampe colorée communicante, un objet connecté pensé pour un public bien précis. On est parti d'un constat simple, la plupart des gens, en tout cas dans les sondages qu'on a émis, n'ont pas contacté leurs grands-parents et les seniors qui les entourent depuis au moins 2 semaines. La majorité, j'entends. Et c'est un vrai problème. Couplé à ça, la plupart de nos aïeux, si je puis dire, soit n'ont pas Internet, soit n'ont pas de téléphone portable, soit ils ont un fixe mais ils l'utilisent très peu. Et du coup, on a pensé un système ultra simple de transfert d'informations, mais pas n'importe quelle information, le transfert d'amour, de pensée positive, de tendresse à travers un signal simple. De votre mobile, vous pourrez envoyer un signal lumineux à votre mamie qui pourra vous répondre en effleurant la lampe qui embarque aussi des capteurs pour surveiller l'environnement et l'activité de vos parents ou grands-parents. Toujours pour la maison, après les pots de fleurs connectés, voici la serre, la mini serre d'intérieur qui saurait faire pousser toutes sortes de choses. Plus besoin d'avoir la main verte, grâce à ces capteurs, la serre sait tout de la température, l'hygrométrie et la santé de votre plante et les meilleurs paramètres d'arrosage ou de luminosité. Et si vous avez découvert de meilleurs moyens de faire pousser les radis, vous pourrez aussi les partager dans le nuage.
Vous partez sur un profil, c'est-à-dire quelqu'un a fait pour vous un profil du type radis. Quelqu'un a trouvé que arroser jeudi ou mardi les radis c'est mieux. Sauf vous avez l'option manuelle, c'est-à-dire programmer vous-même selon vos besoins, selon votre feeling, le mode de fonctionnement de la serre. Donc ça fait que vous avez le contrôle ou vous profitez du cloud. Dernière machine illustrant une intelligence ambiante dopée au capteur, ce petit robot patrouilleur capable de promener ses capteurs partout dans une maison ou une entreprise. Un vigile qui surveillerait mouvement, température, humidité, assez pour détecter les intrusions, les accidents ou les avaries sans jamais se fatiguer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de capteurs d'ambiance qui seront fixes dans l'appartement. Et là, c'est un robot qui va pouvoir cartographier l'environnement et donc voir l'évolution de l'ambiance dans le temps. Donc aujourd'hui, je peux voir qu'il y a un début d'humidité qui commence et ensuite voir l'évolution de cette humidité et ensuite intervenir. Un robot pensé pour les entrepôts, les caves ou les aéroports, là où déployer des milliers de capteurs n'aurait pas vraiment de sens. Une source de données de plus à traiter, stocker et analyser. Microsoft rejoint ainsi une vision commune à toute l'industrie. Demain sera intelligent, c'est promis. Voilà, avant de se quitter, coup d'œil sur l'autre actualité de cette semaine, celle du jeu vidéo. Regardez, Guillaume Delalande. Stay vigilant, all of you. We can expect hot work here. Tenez-vous-le pour dit, The Order 1886 est le plus beau jeu jamais créé et c'est sans aucun doute le point fort de cette exclusivité qui vient de sortir sur la PlayStation 4, la beauté et l'ambiance. Un Londres tendance steampunk dans une révolution industrielle où certaines inventions ne seraient pas vraiment à leur place historique, mais définitivement le lieu parfait pour relire l'histoire de l'humanité au travers d'un conflit séculaire contre des mutants tendance loup-garou pendant qu'une révolte sociale gronde. The Order affiche une réelle ambition artistique, du cadrage élargi au design des personnages en passant par la volonté affichée de faire passer de nouvelles émotions. On se pose sérieusement la question tout de même, est-ce encore un jeu vidéo ? On a appelé ce jeu filmique, pas parce qu'on voulait créer un film, parce qu'on voulait créer une émotion qui existe dans d'autres médias. C'est un investissement émotionnel qu'on a dans certains films, dans certaines séries télé, dans un livre, dans la musique même. Et pour nous, c'était une émotion qu'on voulait créer dans un jeu, c'est-à-dire s'attacher à un jeu et ne jamais vouloir le laisser tomber. Il n'y a pas de coupure entre ce qu'on joue et ce qu'on ne joue pas, c'est toujours à nouveau une question d'immersion. C'était un objectif dès le début du jeu. Le souci, c'est que cette immersion repose principalement sur des séquences cinématiques et non pas sur des actions dont le joueur serait le co-auteur. En restant dans un espace flou entre le film interactif sur lequel le spectateur n'a vraiment pas de prise et un jeu vidéo dont le game design se révèle somme toute générique, The Order peut facilement mécontenter tout le monde. Il décevra à coup sûr les gamers en recherche d'émotion par le gameplay, mais il ravira les esprits ouverts à de nouvelles expériences. On regrettera cependant fortement l'effet de couloir et ce sentiment permanent d'être pris par la main, conséquence d'une narration se voulant sans doute trop forcée. The Order propose néanmoins un univers parfaitement cohérent, très fort, avec des personnages on ne peut plus charismatiques, et il serait dommage que ce monde n'ait pas droit à une seconde chance pour nous proposer, à l'image des tout premiers Assassin's Creed, une évolution vers un plaisir beaucoup plus lié aux interactions qu'à la contemplation. Voilà, c'est la fin de ce plein écran version grande marée, un plein écran à retrouver sur votre replay préféré, ainsi que sur notre page Facebook par exemple. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sous de meilleurs cieux, on espère.